C'est officiel, Zhou Guanyu reste du côté de chez Alfa Romeo pour la saison 2024 de Formule 1, effectivement, les copains. Il va rester du côté de chez Alfa Romeo qui deviendra donc Sauber l'année prochaine, qui redeviendra même Sauber en 2024, effectivement. Et Lenop reste donc inchangé du côté de la structure d'Inwheel l'an prochain, puisque l'usine de Sauber est en Suisse, puisque c'est une structure suisse de base notamment. Et donc, eh ben, c'est la grosse nouvelle, et on peut dire qu'on est un petit peu malheureux, quand même bien malheureux, même si on va rester un peu objectif. Ben, c'est Théo Pourchaire, notre tout jeune pilote français, qui ne sera donc pas en Formule 1 l'année prochaine, et c'est un énorme coup dur, on va être très très honnête, parce que là, en fait, pour Théo Pourchaire, la grosse problématique, c'est que on était sur un pilote qui s'était montré de plus en plus, on va dire ça, avec beaucoup plus de stabilité et avec beaucoup plus de certitude. À l'heure actuelle du côté de la F2, ça fait 3 saisons qu'il est en F2. Alors oui, vous me direz, oui, c'est peut-être beaucoup, mais je vous rappelle que Théo Pourchaire, il me semble qu'il est arrivé en F2 à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, il en a 19. 17 ans, vous débutez la F2. Vous êtes encore une fois un pilote qui a un fort potentiel, mais qui est encore immature. Il en a 20, pardon, aujourd'hui. Et là, en fait, avec l'éclosion qu'il a pu avoir en 3 ans, je trouve aussi que sa deuxième saison de F2 n'était pas si dégueulasse, mais la problématique, c'est qu'on était dans un field de F2, dans un niveau de F2 en 2022 qui était réellement catastrophique. Et ça faisait des actions qui étaient totalement lunaires, ça se crachait de tous les côtés. Et au moins, jusqu'au point de me dire que le niveau du GP Explorer était nettement meilleur que celui en F2, hein, en termes de respect et ainsi de suite, tu vois. Et c'est ça en fait qui était la grosse problématique. Un plateau peut-être surcoté en 2022, non, parce que ça s'est prouvé justement derrière que c'était vraiment un plateau qui était vraiment pas bon en termes de niveau. Et qu'il y avait seulement quelques pilotes qui sortaient du lot, à savoir Théo Pourchaire et aussi notamment Felipe Drugovich. Liam Lawson était arrivé à s'en sortir, avait réussi un peu à s'en sortir aussi, mais c'était trop peu en fait en termes de niveau. Et là en fait, le fait que Théo Pourchaire ne soit pas pris du côté de chez Alfa Romeo pour la saison 2023 de Formule 1, bah pour 2024 de Formule 1, c'est logique, et on va en parler bien sûr. Est-ce que c'est dur? Là encore une fois c'est une toute autre question, et je peux comprendre les avis qui pensent que c'est peut-être un petit peu dur. Pourquoi Théo Pourchaire n'a pas été mis donc à la place de Zhou Guanyu en 2024? La raison principale en fait de pourquoi la place de Zhou Guanyu, qui était de base de nature à être totalement validée pour 2024, a été réellement en danger, c'est parce qu'effectivement il faut comprendre que Zhou Guanyu avait une énorme problématique, c'était l'argent. Il faut savoir que Zhou Guanyu est un pilote payant. Il paye sa place pour être en Formule 1 du côté de chez Alfa Romeo. Et il semblerait qu'il y a depuis plusieurs mois, depuis de longues semaines, voilà, on va rétrécir ça, le timing. Mais depuis de longues semaines, Zhou Guanyu n'arrivait pas à payer ses factures. Il y avait des problèmes de versement, de sponsoring envers Alfa Romeo pour donc payer sa place du côté de chez Alfa Romeo. Semblerait que cette situation ait été réglée. Mais pendant que cette situation était un petit peu en difficulté, Théo Pourchaire se montrait un sérieux potentiel candidat pour remplacer Zhou Guanyu du côté de chez Alfa Romeo. Mais c'était pas le premier candidat. L'autre candidat, et qui était même en pole position, c'était Felipe Drugovich. Vous allez voir que pour Felipe Drugovich, la situation n'est pas simple. Felipe Drugovich est l'actuel champion en titre de F2, pilote brésilien. Et en fait, le truc, c'est que Zhou Guanyu est un pilote payant, mais qui n'arrivait pas à payer ses factures, maintenant c'est réglé, d'accord. Mais Felipe Drugovich est un pilote brésilien qui a beaucoup de soutien financier au Brésil, notamment avec une grosse banque au Brésil qui le soutient de manière assez forte, et qui et clairement Alfa Romeo, Sauber donc, était réellement ouvert à l'idée de se dire bah écoutez, il y a un pilote payant qui va se barrer, qui peut pas payer, ne vous inquiétez pas, nous on en a un autre qui va arriver, qui va aussi raquer comme pas possible pour venir. Et en plus, l'attractivité brésilienne aurait été très intéressante potentiellement pour Sauber pour son expansion marketing, on va dire ça ainsi. Donc ça aurait été intéressant. Finalement, Joe est arrivé, il a fait ah les gars, déconnez pas, j'ai ma thune, regardez, on a sorti le PB de la Chine, il est arrivé, voilà. Et du coup, il a réaligné sa thune, Zhou Guanyu, ça s'est arrangé, et du coup, contrat prolongé pour l'année prochaine en Formule 1 pour 2024 pour Zhou Guanyu. Ça, c'est déplorable, bien sûr, pour Théo Pourchaire, qui va arriver dans un point très problématique. Pour remettre dans le contexte, Théo Pourchaire est un pilote de la Sauber Academy.
non pas Alfa Romeo Academy. Sauber Academy. Au moment où il est entré dans la Sauber Academy, Théo Pourchaire, c'est lorsqu'il n'y avait pas encore Audi impliqué chez Sauber pour rentrer ensuite en Formule 1 en 2026. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Maintenant que Audi est entré dans le game, tout est différent. Parce que Audi, ils ont déjà leur projet pour 2026. Quand ils ont repris effectivement la structure de Sauber, qui est donc aujourd'hui Alfa Romeo. Donc aujourd'hui Alfa Romeo, en 2026, ça deviendra l'écurie Audi. Voilà, pour être tout à fait clair. Et donc en fait, au moment où Pourchaire est arrivé du côté de Sauber et qu'il a été engagé dans la Sauber Academy, Audi n'était pas là. Audi arrive désormais dans le projet. Et comment on fait maintenant? Audi, ils ont déjà leur projet impliqué. Ils savent déjà quel pilote ils vont mettre en 2026. On parle notamment de projet de mettre Carlos Sainz du côté de chez Audi. Et aussi, également, un pilote allemand du nom de Mick Schumacher. Ok. Ça fait déjà un line-up qui est déjà composé. Du coup, pour chez Audi, ils se disent, bon bah... on va garder Valtteri et Joe jusqu'à 2025-2026 et après, de toute façon on s'en fiche. C'est juste un line-up de transition, on va dire ça comme ça. Valtteri est très heureux là-bas parce qu'il a pas de pression et Joe Giovinazzi il paye sa place et il va en plus faire l'année prochaine le Grand Prix de Chine, donc son Grand Prix national. Ça qui est extrêmement intéressant dans la situation et surtout regarder la globalité de la situation. En Formule 1, vous n'avez pas... Alors c'est très dur de dire ça parce que factuellement normalement c'est ça puisque la Formule 1 est la catégorie reine du sport automobile, donc les 20 pilotes qui sont en Formule 1 sont censés être les meilleurs pilotes du monde, mais il y a des pilotes qui sont aux portes de la Formule 1 mais qui n'ont pas assez de budget pour y rentrer ou qui n'ont pas assez de projets financiers ou de solidité financière. Et la situation est telle quelle pour Théo Pourchaire. Alors je vous cache pas, moi ça me fait un petit peu mal, je trouve ça dommage parce que je connais Théo depuis quand même un certain temps. J'ai vu son évolution et c'est pour ça que c'est un petit peu dur, même personnellement parlant, de voir que putain, le mec il a galéré. Depuis qu'il a 7 ans, le gamin, il est là, il taffe, il a son rêve, il a... Et c'est la cruauté du sport automobile, donc, et du sport en général, tu vois, mais depuis 7 ans, il taffe. Il a un rêve, c'est de toucher la Formule 1 et d'être en Formule 1. Et il va rester pilote de réserve alors qu'il a tout montré en Formule 2. Et la situation est telle que, là aujourd'hui, aujourd'hui, à Abu Dhabi, si Théo Pourchaire devient champion de F2, ça fera 2 saisons de suite que le champion de F2 n'entre pas en Formule 1. C'est tout simple. Avant Drugovich, c'était qui le champion de F2, les amis? Avant Drugovich, c'était qui le champion de F2? Ah mais non, c'était Piastri, Piastri est en Formule 1 aujourd'hui. Bah alors avant Piastri, c'était qui? Avant Piastri. Certes, Audi arrive, mais je pense que son principal allié dans le team n'est plus là aujourd'hui. Vasseur aussi. Oui, oui c'est vrai. Babychum, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Babychum. Coucou, t'es beau toi. C'est toi qui es beau, Babychum. Mick, oui c'est vrai, il y a eu Mick. Mick est en Formule 1 aujourd'hui. Salut les mecs, comment tu vas? Ouais, tu vois, c'est Joe pilote payant qui performe pas trop comparé à Bottas cette saison et Bottas qui perd en performance chaque année depuis 2021. Et derrière Pourchaire à qui Sauber a tout donné, et bah il rentre pas en F1. Ouais, c'est ça la problématique de cette histoire là, clairement. C'est très dommageable, on va dire ça. J'en ai marre de voir des pilotes payants en F1 alors que des cracks avec du talent ne soient pas en F1. Encore une fois, la Formule 1 a toujours été comme ça depuis, entre guillemets, la nuit des temps. Mais... Et encore une fois, parfois, il faut se souvenir que la Formule 1 a besoin des pilotes payants. Je vous donne un exemple. As, l'écurie As qui est en Formule 1 aujourd'hui. As, avec la situation Covid en 2020, il y a eu As, Williams qui ont failli disparaître du plateau. As qui était, Williams plus particulièrement, As qui était réellement aussi pas loin de la banqueroute parce qu'il n'y avait pas de Grand Prix, il n'y avait pas de course. Et donc la difficulté financière faisait que cette écurie était pas loin de disparaître. Qu'est-ce qu'ont fait Williams et As? Ils sont allés chercher des pilotes payants, quitte à s'en foutre littéralement de la performance. Et ils ont eu... As a eu raison. As a eu totalement raison de faire ça. Parce qu'il faut se souvenir que les écuries de Formule 1, ce sont des entreprises. Il y a des hommes et des femmes qui ont un emploi, qui ont des emplois dans ces écuries, qui travaillent par passion,
Dans la grande majorité, il y a toujours des gens qui sont peut-être là dans une entreprise qui n'aiment pas leur entreprise, on va dire ça comme ça, mais qui veulent partir. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans une entreprise. Et cette entreprise est mise à mal par la situation Covid. Comme il y en a plein d'entreprises comme ça dans le monde entier, bien sûr. Mais on a une chance, c'est la chance que ces employés-là, la chance où sont ces employés-là, sont dans une écurie de Formule 1. Une écurie de Formule 1, c'est attractif. Il y a beaucoup de monde qui veulent reprendre toujours des écuries de Formule 1 et ainsi de suite. As, ils se sont dit, écoutez, c'est très simple, nous on a besoin de sauver des emplois, on a besoin de garder une écurie en vie, on a besoin de sauvegarder les emplois, on n'a pas envie de lâcher tous les employés qui sont là dans une situation aussi dramatique financièrement parlant pour le monde entier aussi également, et c'est très dur pour tout le monde financièrement parlant bien sûr. Ils se sont dit, ok, c'est très simple, on sacrifie nos 2 meilleurs pilotes, donc ça veut dire Magnussen et Grosjean, on leur dit bye bye, et on prend Mazepin, qui est pas un pilote exceptionnel mais qui avait énormément de thunes, une thune plus grande que Lawrence Stroll, enfin c'est incroyable la thune qu'ils ont les Mazepin. Et on a une écurie américaine, mais c'est pas grave, on s'en fiche littéralement. On la met aux couleurs de la Russie. Ils ont fait ça. Faut quand même se rendre compte de ce qu'a fait As, tu vois. et c'est là où tout le monde a fait, non mais ils ont pas honte, As. Je suis désolé. T'es chef d'entreprise, t'es patron d'une entreprise, t'es là, t'es en train de te dire, mais les gars, au bout d'un moment, fallait sauver les emplois, fallait sauver cette écurie-là. Et maintenant, aujourd'hui, cette écurie perdure, a une toute nouvelle histoire, a une toute nouvelle vision, a de tout nouveaux objectifs avec Mazepin qui a été écarté, Mick Schumacher qui n'est plus là, mais bon, c'est une autre histoire ça aussi. Maintenant, on a 2 pilotes solides du côté de chez As, et avec une santé qui a été nettement retrouvée du côté de chez As. Et c'est ça, en fait, j'ai un peu de mal avec les gens qui critiquent beaucoup les pilotes payants. Il faut surtout comprendre que sans les pilotes payants en Formule 1, bah, y a des écuries, elles auraient réellement du mal, tu vois. As aurait pu être une bonne équipe s'ils avaient des infrastructures comme Ferrari et McLaren, mais ça coûte beaucoup d'argent de faire ça. Maintenant, il faut qu'ils achètent un bon simulateur au lieu de prendre celui de Ferrari. Ah, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent. Laissons le temps au temps. Maintenant, ils ont un projet, ils ont de l'argent qui est en train d'arriver. Donc, c'est ça aussi. Grâce à MoneyGram, As. Donc ouais, voilà, c'est donner juste ce petit exemple par rapport à As. Et l'exemple aussi est parfait par rapport à Williams, qui est une écurie historique en Formule 1. Il y en a beaucoup qui ont critiqué Nicolas Latifi par rapport à son niveau en Formule 1. Oui, mais s'il y en a qui sont fans de Williams, vous devriez nettement remercier, envoyer des messages de remerciement à la famille Latifi, et donc Nicolas Latifi, pour lui dire merci. Merci d'avoir sauvé notre écurie, en ayant investi énormément dans l'écurie, beaucoup d'argent, pour justement payer ta place en Formule 1 et rouler en Formule 1. Latifi, pour vous dire, c'est la famille qui détient Michael Latifi, le père de Nicolas Latifi qui était pilote en Formule 1 du côté de chez Williams. Il détient le groupe Lavazza, qui est... Qu'est-ce qu'ils ont Lavazza comme marque, le groupe Lavazza, c'est du café, mais alors c'est quoi? C'est... Mais c'est pas... Je m'écarte du sujet, encore une fois, c'est terrifiant. Ah, Seiko, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Non. Non, je suis en train de m'écarter du sujet. On va mettre en anglais, parce qu'on aime bien être en anglais. Voilà. Voilà. Mais Luigi Lavazza. Ouais, en tout cas, voilà. Ils sont en train... Eux, ils détiennent... Michael Latifi détient le groupe Lavazza. Donc voilà. En même temps, ils n'ont jamais eu de top pilote à part Hülkenberg et Grosjean par rapport à As. Oui, voilà, mais... Je tiens juste à remettre ça en contexte par rapport aux pilotes payants, et c'est très important d'avoir des pilotes payants. Théo Pourchaire, du coup, qui restera pilote de réserve l'année prochaine, dit au fil des années, l'équipe est devenue une famille pour moi, et par conséquent, je suis vraiment heureux et reconnaissant de continuer mon voyage avec Alfa Romeo et la Sauber Academy. Le soutien que j'ai reçu de tous les membres de l'équipe a été exceptionnel, et je suis fier de pouvoir contribuer à la croissance de toutes les opérations. Je peux donner beaucoup à ce groupe spécial de personnes, et j'attends avec impatience l'avenir. Bien sûr, une excellente façon de dire merci serait de terminer le travail en F2 à Abu Dhabi, où il parle de gagner le titre. Je donnerai tout pour ramener le titre à la maison pour l'équipe, bien sûr. Par rapport à Sauber, Théo Pourchaire qui est toujours en bataille pour le titre, bien sûr, les copains. Très intéressant de voir comment les choses évoluent par rapport à Théo Pourchaire. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Théo Pourchaire peut arriver en Formule 1 très prochainement? Ça, ouais. Une question, c'est combien de saisons en F2 maximum? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nombre de saisons
j'ai envie de dire, maximum. Par contre, il y a un fait, tu n'as pas le droit de refaire une saison de F2 une fois que tu l'as gagnée. Dès que tu as gagné la saison de F2, tu n'as plus le droit de remettre les pieds dans une F2, tout simplement. C'est 5, t'es sûr? Non. Non, c'est pas 5, pas possible. Non. Maintenant, c'est ça? J'ai une vraie question. J'ai pas le sentiment qu'il y a un nombre de saisons maximum en F2. J'ai pas le sentiment, ce sentiment là. Ok. Ok. Moi, je savais pas. Je savais pas du tout. 5 saisons complètes. Ah, 5 saisons complètes. Ok. Parce qu'il me semble qu'il y a des pilotes en F2. Nissany, ça fait 15 ans qu'il est là. Hein. Non, parce que Nissany, ça fait 7. Oui, Nissany, je pense que Roy Nissany, je l'ai plus su que mes parents, hein, je pense, hein, clairement, hein, lui. Hein, terrifiant cette affaire, quand même, Roy Nissany. Hein. Roy Nissany, pilote. J'aime pas être méchant, mais Roy Nissany, pour moi, je sais que moi, il m'énerve. Je sais qu'il m'énerve, il est encore là. Ralph Boschung, c'est différent parce que. En tout cas, pareil, on se calme. Mais c'est que je sais pas ce qu'il fait encore là. Parce qu'en fait, pour remettre dans le contexte, la F2, c'est considéré comme l'antichambre de la Formule 1. La dernière catégorie de monoplace avant d'accéder à la Formule 1 pour que tu puisses montrer tes preuves. Qu'est-ce que tu viens foutre en F2 à payer ta place autant d'argent? En fait, une saison de F2, c'est 2,5 millions par an. Hein. 2,5 millions par an pour être mauvais. Mais pour moi, je suis là. Si j'ai envie de dépenser 2,5 millions, en tant que sport auto, je vais les dépenser autre part. Dans les 24 heures du Mans. Non pas en F2. Et en plus, il est dangereux, Nissany. Je suis désolé, 2,5 millions par an. Ça va? Non, c'est quand même exceptionnel. Raghunathan, il n'a pas fait beaucoup. Mais moi, 2,5 millions, je fais le GP Explorer. Ah bah oui, clairement. Alors là, c'est bon, hein, je gagne l'auto. J'appelle Squeezie, je fais, écoute, je paye ma place au GP Explorer. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Clairement, hein, c'est... Théo a 25 points de Frédéric Bestier à 2 courses de la fin de saison. Tu penses que le titre est pour Théo? Je pense qu'il peut l'avoir. Tout est possible, réellement, Yed, hein, clairement. En F2, réellement, tout est possible. Donc, mais voilà. C'est juste qu'il y en a beaucoup en F2, t'es là en train de te dire, putain, vous payez 2,5 millions votre place, ça fait 3 saisons que vous êtes mauvais. Et c'est ça en fait, c'est qu'il y en a beaucoup. Boschung c'est différent. Je pense que Boschung sera réellement heureux et sera réellement performant dans d'autres catégories, notamment 24 heures du Mans. Tu vois. Et ouais, c'est possible. Après, il y a aussi une question de qu'est-ce que fera Théo Pourchaire à l'avenir. Je pense que c'est une question qui est très intéressante parce que bah, il sera déjà pas en Formule 1 l'année prochaine, à moins qu'il y ait une surprise du chef, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que peut-être l'endurance, ça peut se faire. Il y a la Formule I aussi. Alors, quoi que vous en dites par rapport à la Formule I, je vais aller défendre corps et âme la Formule I. Attention, j'ai pas une casquette Formule I quelque part. C'est dommage, j'ai pas une casquette Formule I. Mais alors, je vais défendre la Formule I. Pour vous dire juste, les copains, que la Formule I, quoi que vous en dites, ou que vous puissiez en dire, la Formule I est un championnat du monde, un championnat qui est extrêmement important, qui a certes ses défauts, mais c'est un championnat où tu vas partout dans le monde, où tu es ambassadeur d'une marque ou d'une identité de sport automobile, comme McLaren, comme Cupra, comme Jaguar, comme Mahindra aussi également, tu as Nissan aussi qui est en Formule I. Les gars, il y a quand même de gros constructeurs qui sont en Formule 1. Je tiens à rajouter une chose, c'est que tous les pilotes en Formule 1 sont bien, très bien payés. Quand je vous dis qu'ils sont très bien payés, je vais pas sortir les montants, mais les refs, c'est très bien payé. Et que quand vous êtes un pilote de sport automobile, que vous n'avez jamais été payé, parce qu'il faut se souvenir que les pilotes de sport automobile avant la Formule 1, ils sont pas payés. Ils sont en survie pour essayer d'accéder à leur rêve. Et c'est très dur, la vie de pilote de sport automobile. Et une fois que vous arrivez en Formule 1, là vous commencez à être payé et ainsi de suite. Et c'est pas toujours la belle vie non plus si vous n'êtes pas un très gros pilote. Mais en Formule I, vous êtes très bien payé. Vous êtes réellement très bien payé. Alors oui, personne ne regarde. Oui, mais... Ouais. Alors c'est très dur ce que je veux dire. Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo et tout. Honnêtement, le chat, qui regarde tous les matchs du championnat saoudien là, en football. Je compare pas la Formule 1 au championnat d'Arabie Saoudite, hein, attention. Mais qui regarde vraiment tous les matchs du championnat saoudien en football. Problème de la Formule 1, les monoplaces sont moins rapides que F2 ou quasiment égales au F3. Non, sont quasiment égales maintenant au F2. Pas trop, moi.
Personne à part les... Pas tous, mais je regarde. Les pilotes AlphaTauri rentrent à peine dans leurs frais. Tu vois, trop cool. Et c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez en Formula E, vous pilotez pour un constructeur, vous êtes ambassadeur d'un constructeur automobile, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que ça veut dire réellement pour un pilote de se dire ok, je suis ambassadeur d'une marque automobile. C'est extrêmement fort. Tu fais plus d'audience que la FE, Alex, après. Non. Alors, une fois, oui. Une fois, oui. C'était pour le e-prix de Portland. Il était à 2 h du matin. On l'a fait en stream, le e-prix de Portland. On a regardé les audiences. J'ai envoyé les audiences à la Formula E. Et je dirais pas qui m'a répondu, mais elle m'a dit tu sais que t'as fait plus d'audience que l'équipe. je dirais pas qui m'a répondu ça, mais c'était très très drôle. Mais j'avais aussi ton stream en plus. Mais on était beaucoup, hein, on était beaucoup aussi. On s'en souvient de cette vidéo incroyable. Ah bah ça c'était... Non, c'était un petit flex de ma part, un petit flex. Mais ouais. Mais voilà, c'est que y a ça à prendre en compte aussi, aussi également. Donc ouais. Maintenant, à voir ce qu'a faire Théo pour l'année prochaine. Ça va être fortement intéressant. Parce que c'est aussi une carte de sport automobile qui est peut-être en train de tourner pour Théo Pourchaire. Est-ce qu'il va rester pilote de réserve? Est-ce qu'il va aller tenter l'aventure autre part? Je rappelle qu'il y a la Super Formula qui existe. Parce que je rappelle que la F2, cette année, pour Théo Pourchaire, c'était pas... J'ai envie... dit ainsi. On va dire ça comme ça. C'était pas acté. Voilà. La Formule 1, c'est pas forcément un point de référence. De Vries peut en attester. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un point de référence au niveau de la compétitivité. Le fait est que De Vries, je rappelle que du côté de chez AlphaTauri, il n'a pas été tellement respecté. On va dire ça comme ça. Il y a l'IndyCar aussi peut-être pour Théo Pourchaire. On est bien payé maintenant en IndyCar. On est très bien payé aussi également. À mon avis, Joe mérite sa place. Encore une fois, personnellement, je comprends tous les avis par rapport à Joe. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup défendu, qui était très... les F1 eSport. Je connais pas les salaires en F1 eSport, en vrai. Mais quand il y a 2 ans, il avait beaucoup été critiqué en disant oui, Alfa Romeo préfère l'argent par rapport au talent. C'était pareil pour Sargent, c'était pareil pour De Vries, même s'il y avait plus de certitude par rapport à De Vries, puis finalement ça ne l'était pas. Malheureusement, les certitudes ont été un peu réduites par Red Bull, en le virant en cours de saison comme un malpropre. Mais pour Joe, je me suis toujours dit, l'impression que je défendais comme si c'était un membre de la famille, Joe Gagnon en plus. J'ai toujours dit, attendez. Parce que les retours qu'il y avait notamment dans l'Alpine Academy, c'est un mec qui bosse énormément. Il travaille énormément, Joe Gagnon. Et c'est ça qui était en fait réellement fou. Et de voir que le mec a réussi en fait à ne pas se mettre trop de pression. Parce qu'en plus, Joe, c'est le premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1. Le premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1. Et pour un pilote où, j'ai envie de dire, qui provient de Chine, quand même être le premier pilote de ton pays, qui est un pays aussi important comme la Chine, à courir en Formule 1, donc en championnat du monde de Formule 1, les gars, c'est un truc qui est monumental. Et il s'est pas mis trop de pression. L'histoire est belle aussi, mais il s'est pas mis trop de pression. Il a réussi à se contenir. Et donc, de ce fait, que dès sa première course en Formule 1, il vient marquer des points avec une Alfa Romeo qui n'était pas fantastique. C'est ça aussi qui est fou. Alors, il y a eu de l'opportunisme, bien sûr, mais c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, il s'est amélioré, il a travaillé et il s'est montré régulier. Et la première saison de Joe en Formule 1 est très très bonne. La deuxième est un peu moins bonne, non pas par sa faute, mais par la faute de la voiture, qui n'est pas bonne du tout, clairement. Je trouve qu'aujourd'hui, l'Alfa Romeo, c'est une modeste voiture en Formule 1. Au vu de tout ce qu'on a pu voir, le châssis est peut-être pas réellement bon, ou le châssis est trop sélectif au niveau des tracés. On l'a vu qu'en Hongrie, c'était exceptionnel en termes de performance pure, mais en termes de rythme de course, c'était très compliqué. Et il tient le rythme quand même par rapport à Valtteri Bottas. Donc de plein de points de vue là, je trouve que Joe, c'est très bien qu'il reste en Formule 1.
sa seule problématique, j'ai l'impression c'est qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et que le jour où il n'y a plus d'argent, c'est ciao. On le gardera pas même s'il est bon. Et ça prouve la vision qu'a Alfa Romeo et Sauber surtout par rapport à l'avenir. Le line-up le plus faible, Valtteri Bottas, Joe, je suis pas d'accord. Non. Moi, le line-up le plus faible de la grille, c'est très dur, très dur. Mais je trouve que l'un des plus faibles, je trouve que c'est Logan Sargent Alexander Albon. Non pas par Alexander Albon, mais c'est surtout le niveau qui est quand même rabaissé par rapport à Logan Sargent. Ou Logan Sargent, c'est compliqué quoi. Après, comparé à un Bottas qui est quasi en pré-retraite. Mais Bottas, il est heureux. Et finalement, est-ce qu'on n'envie pas Valtteri Bottas? Le mec est en Formule 1, pilote de Formule 1. Il est en train de... Il s'en fiche, enfin il s'en fiche. Le mec fait... Je peux pas montrer ça sur Twitter ou Insta, en live. Mais le mec, son feed Insta est rempli de lui, cul nu. Au bout d'un moment, le mec en a rien à faire. Il est tout le temps cul nu. Sur Insta. Et après, il pilote quelques fois en Grand Prix. Est-ce que c'est pas ça la belle vie finalement? Être payé des millions pour être pilote de Formule 1 et vivre sa vie de nudiste. Je trouve que Valtteri Bottas a peut-être trouvé le cheat code de ce monde. À mon sens. Voilà, je trouve qu'il a trouvé le cheat code de ce monde. Il y en a peut-être dans le chat qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent même pas Valtteri Bottas, qui se dit, les gars, finalement, est-ce qu'on n'irait pas aller voir le Insta de Valtteri Bottas? Est-ce que ce serait pas ça le bonheur? Non, je sais pas, mais... Ah, il vit sa vie, c'est tout. Valtteri vit sa meilleure vie. Et moi, je suis très heureux pour lui, hein. Après tout ce qu'il a vécu du côté de chez Mercedes, aux côtés de Lewis Hamilton, moi, Valtteri Bottas, je suis très heureux pour lui, réellement. Donc ouais. Il vit sa plus belle vie, et avec une compagne aussi qui est cycliste, qui participe, qui est une grande cycliste d'ailleurs. Tiffany Cromwell. Tiffany Cromwell, je trouve que c'est un peu un life goal ou un couple goal, si on peut dire ça ainsi. C'est-à-dire que Tiffany Cromwell, la compagne de Valtteri Bottas, c'est elle qui design les casques de Valtteri Bottas. C'est elle qui dessine les casques de Valtteri Bottas. Je trouve que ça, c'est aussi une belle aventure, une belle histoire de voir que sa compagne, c'est vraiment cute, entre guillemets. Vraiment, trop kawaii, hein, vraiment. Mais je veux dire que... Je trouve ça vraiment mignon, c'est-à-dire que vraiment c'est sa compagne qui fait les casques de Valtteri Bottas. Et les casques sont réellement masterclass. Très beaux les casques de Valtteri Bottas, je trouve. Ils sont tous masterclass. Et vraiment, ouais, c'est magnifique. Et moi je suis très heureux pour Valtteri de le voir performer maintenant ainsi, être aussi heureux et stable dans sa vie. Très sincèrement. Ouais. Bottas Mulet, Prime, voilà. Valtteri Bottas c'est pas mauvais, mais il fallait pas qu'il aille chez Alfa Romeo. Pour moi, c'était Alfa Romeo, c'était très bien. Meilleur choix pour lui. Et surtout par rapport aujourd'hui au line-up avec Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, où Zhou, dans une perspective de rester en Formule 1, se sert effectivement de l'expérience de Valtteri Bottas pour progresser. Et c'est surtout aussi que, c'est ça la force aussi d'Alfa Romeo, c'est que Valtteri Bottas n'ambitionne plus d'être champion du monde, n'ambitionne plus de gagner des grands prix, il ambitionne de faire réussir Alfa Romeo. Et pour faire réussir Alfa Romeo, c'est en faisant progresser Zhou Guanyu. Et donc du coup, il n'y a pas de rivalité mauvaise ou malsaine d'une certaine manière, ce qui peut permettre à Zhou Guanyu de voir Bottas comme un mentor. Et c'est très important pour une écurie d'avoir cet équilibre-là. On l'avait vu l'an dernier, je crois que c'était au Brésil, où Valtteri Bottas donnait des conseils par radio interposée à Zhou Guanyu en lui disant écoutez, dites à Zhou d'attaquer de ce côté-là, parce que lui, ce pilote-là, Alonso je crois, est en difficulté dans ce virage-là. Et c'était intéressant de voir ça, et les conseils ont été donnés en course. Ça prouve justement la nature positive de l'écurie Alfa Romeo. Donc à mon sens, pour l'écurie Sauber et Alfa Romeo du coup aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose de voir effectivement Zhou Guanyu rester du côté de chez Alfa Romeo. Très clairement, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, de voir Alfa Romeo garder Sauber, garder Zhou Guanyu du côté de chez Alfa Romeo, côté de Valtteri Bottas dans ces différents rôles-là.